Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI 1 reçoit. Je suis ce soir avec Adama Koné. Adama Koné que vous connaissez bien sûr. Bonsoir Adama. Bonsoir Hamza. Adama Koné, donc brillant journaliste économique avec qui je partage ce plateau. Notre invité est membre du gouvernement, c'est Sanogo Moussa, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, avec l'appui, le concours du Premier ministre Patrick Achi et du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le ministre s'est donné pour objectif de moderniser totalement l'administration financière pour le bonheur des usagers. La digitalisation est aujourd'hui une réalité dans tous les secteurs. Des dépenses publiques donc à la contribution des entreprises publiques au développement de la Côte d'Ivoire, en passant par la mobilisation des recettes fiscales et douanières. C'est sans détour que le ministre répondra à nos questions. On l'espère en tout cas, parce que les populations ont besoin d'être informées des dépenses de l'État et bien sûr des différents projets portés par le gouvernement. Vous pourrez interagir avec nous dans cette émission. Le téléphone est ouvert. Vous n'aurez qu'à composer le 27 22 40 12 58 et vous trouverez au bout du fil Régis Kofi qui est déjà installé. Le code QR est aussi disponible. Vous le verrez s'afficher au bas de votre écran. Alors, Monsieur le ministre, l'actualité brûlante. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue à la RTI. Merci beaucoup. D'accord. L'actualité brûlante, Monsieur le ministre, c'est bien sûr cet article qui inonde les réseaux sociaux depuis hier. Il est dit qu'à l'issue du contrôle de l'exécution de la loi de finances 2020, la Cour des comptes vous aurait fait des observations. Qu'en est-il exactement? Quelles sont ces observations et qu'est-ce que vous y avez répondu? Oui, ben, ça fait une belle entrée en matière. Oui, que la Cour des comptes nous fasse des observations, je dirais heureusement, parce que c'est son travail. C'est de faire en sorte donc qu'on puisse s'assurer que l'orthodoxie financière soit respectée et formuler des recommandations. À la vérité, il n'y a pas grand-chose. D'abord, ça porte sur l'article fait mention de l'exercice budgétaire 2020. Nous sommes en 2023. Et pour cet exercice budgétaire-là, la Cour des comptes a délivré une déclaration générale de conformité. En gros, ça veut dire que c'est un satisfecit qui nous est décerné. Mais en revanche, elle a recommandé qu'on puisse veiller au respect de certaines dispositions qui sont simplement des contraintes de gestion. Vous savez, on gère un État. Alors, par exemple, on a une disposition qui indiquait tantôt qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des modifications du budget qui aillent au-delà d'un taux de 1%. 2020, c'est l'année de la Covid. Alors, ça a été un gros chamboulement. Il a fallu renoncer à beaucoup de taxes. Il a fallu accroître significativement des dépenses de santé. Il a fallu apporter des appuis à un certain nombre d'entreprises. Donc, clairement, entre préserver l'outil économique, venir en aide aux citoyens ivoiriens, préserver leur santé, et puis une question de 1% de taux de modification, je pense que le choix est vite fait. En revanche, ce que la Cour des comptes a souligné, et a raison, c'est qu'il faut qu'on s'assure que notre cadre réglementaire et légal prévoit notamment ce genre de situation pour qu'on soit dans un confort. Donc ce sont des choses vraiment techniques qui ne disent pas grand-chose sur la qualité de la gestion, sinon peut-être la déclaration de conformité qui, elle, indique que les comptes publics en Côte d'Ivoire sont bien tenus. Voilà qui est dit. Merci, Monsieur le ministre. L'efficacité donc de la dépense publique, c'est la première partie de notre émission, Monsieur le ministre. Il y en aura 3. On va tout de suite y aller avec ce reportage de Delphine Glas, notre rédactrice en chef des débats. La dépense publique est la satisfaction des besoins collectifs de la nation que la seule activité privée ne saurait couvrir efficacement. Elle est donc indispensable pour financer notamment les routes, l'électricité et l'eau. Elle permet de fournir les services de santé et d'éducation nécessaires aux économies modernes avec une meilleure efficacité que le secteur privé ne pourrait le faire. Pour y parvenir, la Côte d'Ivoire a pu élaborer le budget en mode budget-programme dans les délais constitutionnels et l'exécuter dans de bonnes conditions à l'aide du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État. Le taux moyen de réalisation des cibles est passé de 73,7% en 2020 à plus de 82%
en 2021. Et après son analyse, la haute juridiction financière, c'est-à-dire la Cour des comptes, a jugé satisfaisante la mise en œuvre des programmes par le gouvernement et noté une amélioration de la performance globale des programmes mis en œuvre par l'État. Au nombre de ces opérations, on peut noter la mise en œuvre efficace des mesures de revalorisation salariale décidées par M. le Président de la République en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Nous avons enregistré également en 2023 la mise en place du budget 2023 dès le 2 janvier 2023, c'est-à-dire dès le premier jour ouvrable de l'année, ce qui constitue pour notre pays une grande première. En outre, la Direction générale du budget et des finances a pu réaliser avec succès tous les projets inscrits dans le plan d'action stratégique du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Il s'agit entre autres du développement et la mise en exploitation de e-fournisseurs, qui est une innovation majeure permettant à tout opérateur économique de suivre par lui-même les différentes étapes du traitement des factures liées à ces opérations avec l'État. On peut noter également le développement et la mise en exploitation du portail e-fournisseur qui constitue une grande innovation pour l'État parce que ce portail permet à tout opérateur économique de pouvoir suivre par lui-même en temps réel. On peut noter l'élaboration et la vulgarisation du budget citoyen à l'ensemble des populations par une explication très simple du budget de l'État à l'ensemble de nos concitoyens. Pour les perspectives, cette année sera marquée par la poursuite de la modernisation des outils de gestion budgétaire. En termes de perspectives, il y a lieu de noter que l'année 2023 sera marquée par la poursuite de la modernisation des outils de gestion budgétaire de l'État. Les principaux chantiers seront axés sur l'extension et l'exploitation du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOBE, aux représentations nationales à l'extérieur, c'est-à-dire les ambassades, et aux établissements publics nationaux et assimilés. En matière de marché public, on peut citer l'exploitation de la banque de données des prix de référence, la meilleure connaissance des prix unitaires, les prévisions budgétaires plus réalistes, les meilleures maîtrises des dépenses publiques. En termes de bilan pour l'exercice 2022, il faut dire que nous avons eu un total de 6 330 marchés qui ont été passés par l'ensemble des assujettis au Code des marchés publics pour un montant total de 1 169 milliards. La Direction générale des marchés publics a eu à traiter 12 344 requêtes et nous avons eu également à mettre à jour la banque de données des prix de référence et conserver naturellement la certification à la norme ISO 9001 version 2015. En somme, les perspectives sont aussi bonnes. C'est un grand défi qui nous attend, un défi qui nous a été assigné par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Et ce défi, c'est de réussir la mise en exploitation du SIGOMAP V2, le système intégré de gestion des opérations de marché public. Le SIGOMAP V2 qui va intégrer les opérateurs économiques et la régularisation. La réussite du SIGOMAP V2 va achever la dématérialisation complète de toutes les procédures de passation de marché. Le deuxième défi, naturellement, c'est l'actualisation des données de la banque de données des prix de référence, en abrégé BDPR. La BDPR a permis de réaliser une économie de 24,8 milliards de francs CFA en 2021. Merci beaucoup, Delphine Glar, pour ce reportage. Monsieur le ministre, comment se portent les caisses de l'État de Côte d'Ivoire?
Je dirais que ces caisses-là se portent plutôt bien. Je pense que vous avez déjà la transformation physique de notre pays. Tous ceux qui ont l'opportunité de circuler un peu dans le pays voient quand même les routes qui sortent des terres, les bâtiments qui se construisent, ainsi de suite. Et ces choses-là n'arrivent pas par hasard. C'est parce que vous avez une qualité de politique économique que vous arrivez à réaliser tout ceci. Alors, si j'en juge par l'ensemble de nos indicateurs macroéconomiques, on a une croissance qui est bonne, on a un déficit budgétaire, c'est vrai qu'il s'est creusé ces derniers temps, mais surtout parce qu'on a ces aléas très forts liés à la crise ukrainienne, mais on est à des taux beaucoup plus bas que ce qui s'est fait chez nos voisins. Quand je regarde également le niveau de l'inflation, même si aujourd'hui on est un peu plus de 5%, mais il faut savoir que dans des pays à côté de nous, on a une inflation qui atteint quelquefois 30%. Donc ça veut dire qu'on est à 6 fois plus que le rythme de progression des prix qu'on peut noter en Côte d'Ivoire. Donc quand je regarde tous ces éléments, je pense qu'on peut quand même raisonnablement penser que les choses se passent plutôt bien. Avec le taux de croissance qui est relativement bon. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et la question de redistribution des richesses, oui, alors, qui n'est pas que monétaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous faites bien de le souligner. Alors, lorsque l'État va travailler, vous savez, quand on parle du pouvoir d'achat, vous avez deux éléments qui vont rentrer essentiellement en ligne de compte. Vous avez d'abord vos revenus et vous avez les prix. Quand l'État travaille à maîtriser l'évolution des prix, il est en train de travailler à vous donner du pouvoir d'achat. Et donc, quand on va dire que nous, on a aujourd'hui un taux d'inflation qui est 6 fois moins élevé ou 5 fois moins élevé que celui de nos voisins, ça veut dire que l'État travaille à faire en sorte que vous n'ayez pas, on va dire, des contraintes beaucoup plus fortes que ce qu'on peut relever à côté. Quand l'État subventionner un certain nombre de produits, ça veut donc dire également qu'il travaille à maîtriser les prix. Mais il ne s'arrête pas là. Vous avez bien vu les dernières mesures qui ont été prises en matière d'augmentation du SMIC, mais en matière également aussi d'accroissement de différentes indemnités au niveau de la fonction publique et aussi des primes qui ont été également accordées. Et le secteur privé également a suivi. Donc tout ça, ça fait qu'on a quand même un État qui se soucie du pouvoir d'achat des citoyens. Et est-ce que c'est ce qui explique que le budget de l'État, par exemple pour 2023, s'équilibre en recettes et en charge à plus de 11 000 milliards? Oui, alors, vous savez, pour élaborer le budget, c'est un travail qui est assez méticuleux, qui va vous prendre, on va dire, pratiquement 6 mois. Hein. Vous allez d'abord, première chose, travailler à définir ce que c'est qu'un cadrage macroéconomique. En gros, quel va être le niveau de richesse qui va être créé dans l'économie nationale au cours de l'année à venir. À partir de là, vous allez en dériver ce qu'on va appeler un cadrage budgétaire. À partir de cette richesse globale créée dans votre économie, combien vous pouvez en dériver pour votre État. Ensuite, vous allez également travailler à voir quelles sont les ressources que vous pouvez lever sur les marchés monétaires et financiers pour compléter les ressources internes que vous allez avoir. Et c'est à partir de là, donc, que vous allez adresser tout un ensemble de dépenses pour, donc, en termes d'investissement, en termes de fonctionnement, ainsi de suite, pour faire en sorte donc, que votre économie fonctionne bien. Alors donc, c'est tout ça mis ensemble qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'avoir un budget qui affiche 11 694 milliards. Il faut se souvenir qu'il y a une dizaine d'années, on était à peine à 3 000 milliards. Ça fait 3 fois, un peu plus. Hein. Ça fait plus de 3 fois. Et pour être tout à fait honnête, vous ne réalisez pas ça par hasard. C'est parce que derrière, il y a quand même un travail ardu qui est mené pour faire en sorte donc qu'on puisse afficher des chiffres aussi importants. Et qu'est-ce qui est fait, votre gestion, la gestion budgétaire, les résultats? Alors, quand vous dites qu'est-ce qui est fait, je suppose que vous voulez parler peut-être de l'utilisation de la ressource. Tout à fait. Alors, vous savez, l'État de Côte d'Ivoire va prioritairement faire en sorte donc, que les investissements publics puissent se poursuivre. Parce que nous sommes dans un cadre macroéconomique, un contexte économique ivoirien qui fait que c'est l'investissement public qui va tirer l'investissement privé. Donc c'est très important que cet investissement public-là puisse se maintenir de sorte que la création de richesses dans le pays puisse s'accroître. Et que l'État aussi prenne les dispositions pour que le secteur privé ait les moyens on va dire, de pouvoir accroître sa valeur ajoutée. Ça veut dire faire des investissements importants au niveau de l'énergie, dans les barrages, ainsi de suite. Faire des investissements importants au niveau des infrastructures de transport, les routes,
pour qu'on puisse évacuer donc, les produits et donc faciliter la création de richesses par le secteur privé. Alors, si vous regardez l'évolution des chiffres, vous verrez que le volume d'investissement public en Côte d'Ivoire a été multiplié par plus de 3 également. Donc ça, c'est un État qui va se soucier de préserver la qualité de l'outil économique. Oui. Alors, si vous avez, je prends un exemple, si vous avez, on va dire, une plantation qui vous rapporte un peu d'argent quand vous avez fini de vendre votre récolte, eh bien, si vous prenez toute la ressource pour la consommer, naturellement, les problèmes d'entretien de la plantation vont être tels qu'en définitive, vous allez tomber dans un cercle vicieux et vous allez commencer à perdre de l'argent. Donc, quand un État se préoccupe de faire en sorte que l'outil productif soit entretenu et bien entretenu, il est en train de faire en sorte donc, que l'avenir soit radieux pour ses citoyens. Et c'est ce que fait actuellement l'État de Côte d'Ivoire. Adama Koné. OK. Monsieur le ministre, vous avez certainement participé à cette mission du Fonds monétaire international qui vient de s'achever seulement hier. Tout à fait. Est-ce que... Oui, aujourd'hui même, voilà, depuis le 1er mars d'ailleurs, quelles sont les conclusions fraîchement? Alors jusqu'à hier, jusqu'à 3 h du matin, on était encore en train de travailler sur cette mission. Elle s'est achevée donc, ce matin. Alors, la mission a d'abord conclu au fait qu'on a un cadre macroéconomique qui reste solide. Elle a également relevé, en tout cas, la qualité de la gestion des finances publiques et elle a souhaité que certaines dispositions soient prises pour faire en sorte donc, que par rapport à la multiplication des aléas au niveau de l'économie internationale, mais également au niveau de l'économie sous-régionale, que nous ayons les moyens de faire face donc aux différents défis on va dire, qui se profilent à l'horizon. Donc voilà en gros peut-être ce qu'on peut retenir de cette mission-là. Vous parliez tout à l'heure par rapport à une question de Hamza, du taux d'inflation qui est relativement bas par rapport à la sous-région. C'est ça. On sait qu'économiquement, selon la théorie, c'est un indicateur qui évolue en sens inverse avec le taux de chômage. Qu'en est-il? Le taux d'inflation est bas, qu'en est-il du taux de chômage? Vous le ramenez à la vieille théorie du dilemme inflation-chômage. En fait, si vous voulez, bon, on va rentrer peut-être dans des considérations un peu techniques. L'idée, c'est que quand on a de la croissance qui va être forte et qu'on va pouvoir redistribuer davantage d'argent aux personnes, alors ces personnes-là auront davantage de ressources. De pouvoir d'achat. Et donc, ça va accroître la demande. Ça va accroître la demande. Et si en face, l'offre ne suit pas, ça crée une augmentation des prix. Donc voilà pourquoi on va parler du dilemme entre l'inflation et le chômage, en considération donc que la création de richesses fait en sorte donc que le chômage diminue. Oui, on rentre dans des considérations assez techniques, mais fondamentalement, c'est davantage vrai pour des économies occidentales. Les nôtres sont plutôt bien souvent des économies qui ont déjà des contraintes d'offres. Qui ont déjà des contraintes d'offres pour faire en sorte donc qu'on puisse satisfaire suffisamment la demande qui va s'exprimer en interne. Et à partir de là, on est obligé bien souvent d'avoir des biens qui vont venir de l'étranger pour compléter l'offre locale, pour pouvoir satisfaire la demande locale. Donc voilà peut-être les réponses que je peux avoir. D'accord. Le budget programme, je voudrais qu'on en parle, qui est une recommandation communautaire au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et en application ici en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Quelles sont ses vertus et aujourd'hui, est-ce qu'il est appliqué ce budget programme avec du bonheur? Bon, écoutez, si j'en juge par le rapport de la Cour des comptes, puisque vous avez commencé un peu par ça, et tout à l'heure d'ailleurs le directeur général du budget des finances, M. Seydou Traoré, qui est passé tout à l'heure sur votre antenne, l'a indiqué. Les conclusions de la Cour des comptes sur la mise en œuvre du budget programme sont satisfaisantes. Nous sommes aujourd'hui le seul pays de l'UEMOA qui a réussi à mettre en œuvre l'ensemble des phases donc, du budget programme. Alors, le budget programme, qu'est-ce que c'est? Vous savez, par le passé, on faisait un budget. On va dire, un ministère va dire, j'ai besoin de telles ressources pour pouvoir travailler. J'ai besoin de 100 pour pouvoir travailler. On va lui donner donc 100. Et puis, à partir de là, s'il a un coût de ressources, il demande qu'on puisse l'appuyer et puis il s'organise autrement. L'intérêt du budget programme, c'est que quand vous, en tant que ministère, vous avez demandé 100 pour pouvoir travailler, on va vous demander qu'est-ce que vous allez faire avec ces 100. Vous allez décliner ce que vous allez faire avec ces 100.
Et on va définir un ensemble d'indicateurs pour apprécier la réalisation que vous avez faite avec ces 100. On va essayer de définir un ensemble de cibles que vous devez atteindre et sur, on va dire, de façon triennale, qui vont s'étaler et qui vont donc permettre d'apprécier l'efficacité de l'utilisation de la ressource qui est mise à votre disposition. Et c'est pour cela que tout à l'heure, monsieur le directeur général du budget des finances indiquait que la première année, nous avons fait à peu près 74% de taux de réalisation des objectifs qui avaient été fixés. Et puis, pour le dernier budget qui vient de s'achever, on est monté à 82%. Donc, ça prouve qu'on est de plus en plus soucieux de l'atteinte des objectifs. On a des éléments qui permettent de les mesurer, on a des éléments qui permettent de les apprécier. C'est ça le principal intérêt du budget programme. Vous êtes parti de 3 189 milliards de budget en 2012 à aujourd'hui 11 694,4 milliards. Oui. C'est un bond quand même de 266%. Mais est-ce qu'il est suffisant face aux besoins que vous avez? Est-ce que ce budget est suffisant pour le développement du pays, de la Côte d'Ivoire? Écoutez, je ne suis pas certain que même la première puissance mondiale, les États-Unis, considèrent que le budget est suffisant. En fait, par définition, les besoins humains sont illimités. Les ressources le sont, d'où l'économie. Il faut pouvoir donc faire des allocations optimales de ressources. Il faut dégager des priorités. Dégager des priorités et savoir aussi où est-ce qu'on met prioritairement l'argent pour qu'on ait le meilleur résultat possible. Et donc, naturellement, je vous dirais que c'est 11 694 milliards par rapport aux ambitions que nous avons pour notre pays. Il faut qu'on puisse l'accroître et c'est à cela qu'on va travailler. Donc, vos résultats attendus ne sont pas véritablement atteints? Non, ils le sont. Le sont, mais ce n'est pas suffisant à votre goût. Non, en fait, par définition, vous allez fixer des objectifs suivant les contraintes qui sont les vôtres. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, vous souhaitez construire une grosse maison pour que la famille soit à l'aise. Ça va vous coûter 50 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA, ainsi de suite. Mais par rapport à vos revenus, vous êtes obligé de considérer que, écoutez, si je vais prendre un crédit et qu'on me coupe, je ne sais pas moi, 100 000 francs par mois, 50 000 francs par mois, je vais y arriver ou pas. Donc, par rapport à cet objectif, aujourd'hui, ces objectifs intermédiaires, vous savez que vous êtes sur le bon sentier pour atteindre votre objectif final, qui est d'avoir une résidence suffisamment spacieuse pour loger vos enfants. Et le budget programme qui est donc l'une de vos réformes majeures, Oui. Réforme des finances publiques 100 ans. Vous parliez tout à l'heure des investissements publics et vous parliez de priorités. Quelles sont les cibles prioritaires par rapport à vos investissements? Alors, c'est vrai que dans des pays comme le nôtre, on dirait que pratiquement tout est prioritaire. Mais l'État a décidé de mettre un accent particulier sur les infrastructures et j'ai expliqué pourquoi. Parce que ça permet de renforcer la compétitivité d'une économie, ça permet aux activités privées de s'exercer dans les meilleures conditions. On a également mis l'accent sur les questions de santé également. Vous savez, la Covid a montré qu'il fallait que dans ce domaine-là, on soit quand même assez... on dégage suffisamment de ressources. En tout état de cause, votre première richesse, c'est votre population. Et il faut quand même qu'elle soit en bonne santé pour que vous puissiez progresser comme vous souhaitez. On a des préoccupations liées à la sécurité régionale. Donc, on a quand même des investissements importants pour faire en sorte donc, que nos forces de l'ordre soient à niveau pour faire face à toutes les menaces. Et bien sûr, je parlerai de tout ce qui est relatif à l'énergie, à l'hydraulique, mais également aussi à l'éducation. Voilà. Du coup, tout est prioritaire. Et en ce qui concerne les dépenses sans couverture budgétaire, les passifs, c'est aussi un problème à résoudre. Alors les dépenses sans couverture budgétaire, nous avons, il vous souviendra qu'il y a une campagne qui est passée sur vos antennes, voilà, pour attirer l'attention des opérateurs économiques sur cette question. Les dépenses sans couverture budgétaire, la vérité, ce sont des fautes de gestion. Au niveau du budget de l'État, vous ne pouvez pas engager une dépense qui n'a pas été prévue au budget. Alors, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, si vous avez des personnes indélicates, elles vont vous amener à contracter quelque chose, alors que jamais l'État n'a prévu quelque part qu'il faille engager cette dépense-là. Et à la fin de la journée, vous risquez de vous retrouver avec une facture qui va être impayée.
Et donc, pour éviter que ce type de phénomène-là n'apparaisse, a été mis en place ce qu'on appelle la CELIOP. C'est la cellule d'information des opérateurs économiques, pour faire en sorte donc que l'ensemble des opérateurs économiques en connaissent. Mais on ne s'est pas arrêté là. Tout à l'heure, dans votre film, on a parlé de e-fournisseurs. Ça veut donc dire également aussi que si vous êtes en relation avec l'État, vous pouvez, en vous connectant, à tout moment savoir à quel niveau de traitement se trouve votre dossier. Donc tout ça pour faire en sorte donc que la relation de l'opérateur avec l'État soit la plus saine possible. D'accord. Et vous mobilisez les recettes, les ressources grâce aux recettes fiscales, Bien sûr. les recettes non fiscales et puis bien sûr les levées de fonds sur les marchés de capitaux. La situation de la dette publique en Côte d'Ivoire, c'est laquelle? On parle aujourd'hui de plus de 20 000 milliards de dettes de francs CFA. C'est juste déjà? C'est quoi la situation? Alors, vous savez, donner un chiffre nominal de la dette, je vais dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut la rapporter à vos revenus. Je veux dire, quelqu'un qui a un salaire très élevé peut avoir contracté une dette de 20 millions auprès d'une banque pour pouvoir construire une maison, mais quelqu'un d'autre qui a un salaire très bas peut avoir une dette de 200 000 francs auprès de quelqu'un, et ces 200 000 francs vont lui peser là où celui qui a pris 20 millions, compte tenu de son niveau de revenu, n'a pas de problème. Donc, la dette s'apprécie par rapport à votre niveau de revenu. Alors, et pour un État, on va dire, ou pour un pays, c'est le volume de richesses créées. Et ça s'appelle le produit intérieur brut. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes à un produit intérieur brut de 45 000 milliards de francs CFA. Et donc, on a un ratio d'endettement, volume de la dette. Le taux d'endettement, c'est ça? Tout à fait. Le taux d'endettement, volume de la dette rapporté au produit intérieur brut, qui va se situer autour de 55%. Alors, des pays à développement similaire dans la sous-région ont des taux d'endettement qui sont, on va dire, 15 à 20 points au-delà du nôtre. Donc 55, ce n'est pas dramatique. Mais même ça, ce n'est pas suffisant pour en inférer des conclusions définitives. Parce que la façon dont vous êtes endetté va également jouer. Les grands pays, la France a un taux d'endettement de l'ordre de 100%. Le Japon doit avoir 175% à peu près de taux d'endettement. Ça fait 2-3 fois celui de la Côte d'Ivoire. Mais on ne parle pas de la dette. Vous voyez? Alors, une fois que vous êtes endetté, ça va dépendre de comment vous êtes endetté. Vous voyez? Quel est le taux d'intérêt qui pèse sur votre dette? Dans quel délai vous devez rembourser cette dette? Voilà. Si vous et moi, nous avons la même dette... Il y a le volume du prêt, le taux d'intérêt. Il y a le taux d'intérêt, il y a la maturité, la durée du prêt. Il y a même la monnaie dans laquelle vous êtes endetté. Parce qu'il y a le risque d'échange. Si malheureusement vous êtes endetté essentiellement en dollars et que le taux d'échange monte fortement, il va falloir sortir encore plus d'argent. Heureusement que nous, on est endetté en monnaie locale. On est endetté en partie en monnaie locale, on est endetté en partie en monnaie étrangère. Mais fondamentalement, pour vous rassurer, ce que vous allez faire, c'est de faire une analyse de la viabilité de la dette. Ça veut dire quoi? Vous allez sortir un profil d'amortissement de votre dette sur au moins 20 ans. Vous allez sortir la répartition de votre dette suivant la monnaie d'endettement. Vous allez déterminer la maturité moyenne, le taux d'intérêt moyen. Et vous allez voir, est-ce que l'évolution de vos ressources arrive à couvrir de façon satisfaisante cette dette. Et ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle des tests de résistance, des stress tests. Donc, si jamais vous avez des hypothèses défavorables, est-ce que vous serez en mesure de pouvoir assurer la continuité du paiement de votre dette? C'est quand on a vu de faire tout ça, cette analyse-là, qu'on dit, bon, votre dette est viable ou elle ne l'est pas. Et pour le moment, la Côte d'Ivoire a un risque de surendettement qui est jugé modéré. D'accord. Les indicateurs macroéconomiques sont bons. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Monsieur le ministre, la dette a aussi des référents culturels. Comme en Bambara, la dette, c'est la corde. Tout à fait. Alors, comment la Côte d'Ivoire, la corde, ça peut asphyxier aussi. Oui. Alors, comment la Côte d'Ivoire fait-elle pour éviter ce scénario économique? Alors, la Côte d'Ivoire a des structures, a des compétences qui vont gérer, justement, dans des pays d'un certain calibre. Vous avez une structure qui va faire en sorte donc, que l'évolution de votre endettement soit en ligne avec
l'évolution de vos ressources. En fait, en gros, vous allez faire en sorte donc, que l'ensemble de vos comptes macroéconomiques puissent se parler pour faire en sorte qu'à chaque fois que vous avez une dette qui tombe, vous avez telle évolution de vos recettes fiscales, vous avez, je ne sais pas moi, telle autre situation qui apparaissent, est-ce que votre cadre macroéconomique continue d'être stable? Et ça, c'est avec des équipes de gens bien formés qu'on arrive à le faire. Alors, la Côte d'Ivoire va sur les marchés pour s'endetter et tout. Paradoxalement, il y a des projets qui sont financés par la Banque mondiale et qui ont un taux de décaissement qui reste encore faible. On ne comprend pas que l'argent soit disponible et qu'on n'arrive pas à le mobiliser. Quelles sont les solutions que vous proposez pour cela? Alors, présenter comme ça, ça peut c'est présenté simple. Plus simple. Alors, une explication simple pour que les populations comprennent. L'explication simple, c'est que lorsque les institutions de Bretton Woods vont vous prêter, elles vont vous prêter à des taux concessionnels. Donc, c'est-à-dire des taux d'intérêt. Pas des taux de marché. Des taux d'intérêt qui vont être plus bas que ce que vous allez relever sur le marché. Mais ces taux-là, ces prêts-là vont être accompagnés de conditionnalités. On va vous demander de mener telle réforme, telle réforme, telle réforme. Donc, c'est après avoir donc réussi la réforme que vous avez la totalité de la ressource. Ou encore, on peut le faire de façon séquentielle. Quand vous franchissez une étape, il y a telle ressource qui arrive, ainsi de suite. Donc, si vous avez quelques difficultés dans la réalisation de certaines réformes, naturellement, les ressources vont mettre du temps à arriver. Donc ça, il faut qu'on travaille à faire en sorte donc, que nos coordinations de projets, l'efficacité de nos services publics, ainsi de suite, fasse qu'on arrive assez rapidement à exécuter ces réformes-là. Alors, au niveau des... Vous avez parlé tout à l'heure des dépenses qui ne sont pas couvertes. Au niveau des fournisseurs, des PME surtout, on assiste encore à des structures petites et moyennes qui ont du mal à rentrer dans leurs fonds pour travailler. Alors qu'à côté, il y a un discours de champions nationaux qui est divulgué. Il y a comme une contradiction entre la réalité et puis ce qui s'est dit. Non, je ne dirais pas que des structures ont du mal à rentrer dans leurs fonds. Si, ces structures-là ont prouvé par toutes les voies qu'elles ont travaillé dans la régularité. Ah, ça c'est notre débat. Mais je pense que si vous avez... Tout à l'heure, quand on parlait de dépenses sans couverture budgétaire, je vous disais que c'est une dépense qui a été contractée en dehors du cadre légal et réglementaire. Vous ne pouvez pas passer marché auprès de l'État de Côte d'Ivoire si la ressource en face n'est pas prévue. Si malheureusement vous avez eu à recevoir un bon de commande qui n'est pas issu du système d'information budgétaire, ça veut dire que c'est un individu indélicat qui est en train de poser des actes inappropriés. Mais dès lors que la dette a été contractée dans les conditions qu'il faut. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la mission du Fonds monétaire international. Mais l'une des conditionnalités très fortes de ces missions-là, c'est l'absence d'arriérés de paiement. Sinon, le programme est un échec. Et donc, pourquoi on arrive à continuer à avoir des programmes économiques et financiers avec ces institutions? Ça veut dire que, suivant les règles que nous nous sommes fixées, nous n'accumulons pas d'arriérés. Maintenant, si ça se passe en dehors de ces règles, ça c'est notre problème. Voilà. D'accord. Monsieur le ministre, il y a 3 ans, aujourd'hui, presque jour pour jour, on a connu la Covid. Et là, depuis 1 an, on vit la crise russo-ukrainienne. Quel est l'impact de ces crises-là sur la gestion budgétaire? C'est l'impact. Hein? C'est un impact fort. C'est un impact fort et c'est là aussi que vous pouvez apprécier un peu la qualité du travail qui est abattu. Vous savez, j'étais moi-même il y a quelques jours dans ma circonscription d'origine dans le Bafing. Je disais ceci aux populations qui rendaient hommage au chef de l'État. Vous voyez comment est-ce que le pays a changé, mais on oublie que lorsque le magistère du président Ouattara commençait, on avait déjà des problèmes sécuritaires, qu'il n'a pas bénéficié d'un boom extraordinaire des prix des matières premières pendant le long de tout son magistère. Qu'au contraire, les prix du cacao ont baissé de près de 40% en 2017 et les Ivoiriens n'ont pas remarqué. Alors qu'on a déjà connu ça par le passé et ça nous a connu à des crises fortes. Mais que nous avons connu la Covid, que nous avons connu la crise ukrainienne et c'est malgré tous ces chocs négatifs-là
que notre économie continue d'avancer. Alors, quand des choses comme ça arrivent, quand vous êtes en charge du budget de l'État, ce qui se passe bien souvent, les ressources que vous devriez engager baissent. Parce que, naturellement, les entreprises sont en difficulté, les individus sont en difficulté, donc vous ne pouvez plus être aussi offensif en termes de collecte de ressources. Et en face, les dépenses sociales augmentent. Parce que, malheureusement, il y a des gens qui sont en difficulté. Si vous ne les aidez pas, malheureusement, les situations vont être beaucoup plus compliquées. Alors donc, c'est là qu'intervient toute la dextérité, toute l'ingéniosité, toute l'efficacité des services pour faire en sorte donc que nous ayons une dépense qui soit encore plus efficace, que nous ayons des allocations de ressources qui soient beaucoup plus optimales, mais aussi que du fait de la qualité de notre gestion macroéconomique, des partenaires extérieurs peuvent nous accompagner jusqu'à un certain niveau. Vous savez, les choses n'arrivent pas par hasard. Ce n'est pas parce que vous avez un joli sourire que vous allez entrer dans une banque et avoir un crédit. Tous ceux qui ont déjà pris un crédit à une banque savent très bien combien de fois c'est difficile de monter un dossier et convaincre que vous avez, on va dire, le sérieux, la confiance que la banque vous fait pour vous prêter de l'argent. Donc quand on prête à un État, c'est comme pour les individus. C'est bien, c'est parce qu'on a confiance à la qualité de la gestion macroéconomique de cet État et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire, on lui prête. D'accord. Et puis, Monsieur le ministre, on note que vous avez compris l'importance de la digitalisation des procédures budgétaires. Qu'est-ce que vous y gagnez concrètement? En 2 minutes, avant qu'on rejoigne la réalisation, qu'on rejoigne Régis Kofi, qui lui aussi a recensé quelques questions du public qui nous suit. D'accord. Mais écoutez, l'année dernière seulement, malheureusement, cette année, on n'a pas pu rééditer l'exploit parce qu'il y a la Covid. On a fini à plus de 100 milliards au-dessus des objectifs qui avaient été fixés. Grâce à la digitalisation. Entre autres. Bien sûr, il y a l'efficacité des services, mais la direction a beaucoup joué. Alors, parce que ça va réduire naturellement les déperditions, ça va nous rendre efficaces, ça va nous permettre d'avoir un corps d'information complet. Et c'est parce que vous avez un corps d'information complet que vous savez prendre les meilleures décisions. Donc, c'est à cela qui va nous conduire la digitalisation. Adama Koné, on va y aller pour Régis Kofi. Régis Kofi, si vous nous entendez, allez-y. Vous avez quelques questions pour le ministre. Bonsoir à tous, on va y aller directement. Tout d'abord à Cocody avec la question de M. Kwaku Kofi, fournisseur de l'État. Il nous apprend qu'au niveau des collectivités territoriales et des districts autonomes, il y a une loi qui instaure le contrôle financier. Cette loi a été suspendue. Pourquoi? La question qu'il pose. Et il souhaite le retour justement de cette loi puisqu'il y a trop de tracasseries selon ses dires. Régis Fali nous appelle de la Riviera Palmeraie. Il pose la question de savoir comment se porte le budget programme. Est-ce qu'il a été évalué? Je crois que le ministre a donné quelques éléments de réponse. Koné Ousmane nous appelle de la commune d'Abobo. Au niveau des critères de l'UEMOA, la masse salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales du pays. Compte tenu des vastes recrutements en Côte d'Ivoire, est-ce que le pays est toujours en phase avec cette disposition? Et puis, la question de M. Koulibaly, qui fait référence au dire de Hamza Diaby. Le budget s'équilibre en dette et en dépenses. Pourquoi, dans ce cas, après l'exécution, il y a ce qu'on appelle les dettes impayées? À titre d'exemple, il cite les écoles privées du pays. Selon lui, elles ont toutes des dettes impayées. Voilà, Hamza Diaby, pour la première vague des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régis Kofi. On revient à vous dans quelques instants, dans la deuxième partie de cette émission. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bien, alors, je parlais de la loi sur le contrôle. Oui, la loi sur le contrôle financier. Peut-être y revenir parce qu'il y a une partie consacrée quand même au contrôle financier, ou bien vous y allez maintenant? Non, je peux y aller maintenant. Ça, c'était un bon sachant. Alors, vous savez, au niveau des institutions régionales, il y a, dans le cadre donc, de, on va dire, l'harmonisation des règles des finances publiques, le principe donc d'instaurer un contrôle financier au niveau des collectivités décentralisées a été adopté. Et donc la Côte d'Ivoire a inséré ce principe-là dans son ordonnancement juridique interne. Alors, la loi a été adoptée donc en 2020, mais une loi, elle est de portée générale. Donc elle va fixer des grands principes. Par la suite, va intervenir des tests d'application qui vont préciser donc les modalités d'application de la loi.
Et donc c'est dans le cadre donc, de l'élaboration, de la préparation de ces modalités-là que des différents échanges ont lieu avec les collectivités, avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pour faire en sorte donc, que nous puissions avoir un contrôle financier le plus efficace possible. Je ne vous cache pas que, vous savez, il y a quelques inquiétudes sur des préoccupations de lourdeur que cela pourrait entraîner. Mais je veux dire, nous sommes indigents intelligents. On doit quand même pouvoir trouver, on va dire, le juste milieu entre le fait d'avoir un système de contrôle qui permet de s'assurer que la dépense est exécutée et bien allouée, et en même temps aussi que nous évitions d'avoir trop de bureaucratie qui puisse donc en définitive retarder un peu l'exécution des projets des collectivités décentralisées. Alors, oui, allez-y. Voilà. Allez-y. Il a parlé de budget Du programme. budget programme, bon, je pense qu'on en a longuement parlé. On va passer à la suivante. Alors, mais je suis venu, en fait, je suis venu avec ça. Le budget Alors, citoyen. c'est le budget citoyen que nous avons instauré et qui est distribué dans les universités, dans les administrations et qui est disponible en ligne pour permettre à tous les Ivoiriens qui le souhaitent, de mieux comprendre ce que c'est que le budget de leur pays. Tout ce qui est fait en leur nom. Hein, et puis, à partir de là, je pense qu'ils seront mieux. Est-ce qu'il y a un engouement de la population à s'intéresser à ce budget citoyen? Est-ce que c'est suffisamment vulgarisé? C'est suffisamment vulgarisé et il y a un engouement parce que, en fait, nous le faisons, on va dire, suivant trois étapes. Il y a d'abord des missions qui se rendent à l'intérieur du pays, notamment, pour échanger avec les populations. Et ces missions-là ont toujours été débordées, tant il y avait du monde qui était intéressé par ce dont on parlait. L'information budgétaire est donc désormais accessible à tous, à tous, dans un langage simple. Voilà. Et ensuite, nous envoyons à toutes les administrations. Et puis enfin, nous faisons passer un film animatique sur votre chaîne notamment, en indiquant également les liens sur les sites internet où on peut lire cela. Alors, dernière question. Oui. Il y a des dettes qui sont impayées, Oui. alors qu'on a dit que le budget s'équilibrait Oui. en dépenses et en charges. d'accord. Peut-être juste avant, pour ne pas que quelqu'un me reproche de devoir laisser ça sa question, il y avait le ratio masse salariale sur recette fiscale. Alors, le principe même de ce ratio, c'est un peu ce dont j'ai parlé concernant le fait d'allouer de la ressource à préserver l'outil de production. Donc, c'est faire en sorte que l'essentiel des recettes que vous engrangez, vous ne les prenez pas pour payer les salaires, et puis après, vous n'arrivez pas à assurer une pérennité de la création de richesses dans votre pays. Alors, au niveau de l'UEMOA, une norme de 35% a été fixée. La Côte d'Ivoire, nous sommes sur un trend pour y arriver. Je pense qu'actuellement, nous sommes autour de 36-37%. Et dans les 2 à 3 années à venir, normalement, dès l'année prochaine, nous devrions pouvoir être au niveau du respect de cette norme. Alors, sur la problématique des dettes, je pense que c'est davantage les écoles privées qui l'intéressent. Alors, sur les écoles privées, nous avons 2 choses à gérer. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les frais de collage. En fait, ce sont des enfants que l'État va affecter dans les écoles privées. Et suivant le nombre d'enfants affectés, l'État donc va payer quelque chose. Alors, comme je vous parlais de la question de l'optimisation de la défense, il faut que vous vous assuriez que le nombre d'enfants que vous envoyez est en ligne avec les ressources que vous êtes capable de payer. Mais au-delà, on a eu un problème spécifique lié à la Covid 2020. Lié à la Covid 2020, qui a fait qu'il a fallu faire des réajustements très importants. Covid en 2020. En 2020, il a fallu faire des réajustements très importants de l'ensemble des budgets. Tous les budgets ont été réduits, y compris celui de la présidence, pour faire face donc, au choc très fort que nous avions. Et on a dû faire donc, des ajustements importants à ce niveau-là. Et le processus donc, d'appurement donc, de ces restes à payer est en cours.
D'accord. Monsieur le ministre, on va en finir avec cette première partie. On aura 2-3 petites questions sur les marchés publics, mais on va s'intéresser au code QR. Il y a quelques téléspectateurs qui nous ont envoyé des questions. Ils nous demandent, Monsieur Ebroem nous demande quelle relation entre le ministère du portefeuille de l'État et la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et puis, comment se fait la répartition du budget de l'État dans les différentes institutions? Alors, quelle relation avec le ministère du portefeuille de l'État? C'est un nom qui crée beaucoup de fantasmes, le portefeuille de l'État, parce qu'on s'imagine que c'est un portefeuille d'argent. En fait, les relations que nous avons avec la haute autorité, la bonne gouvernance, sont les mêmes que tous les ministères ont avec cette entité, qui va donc s'assurer que la qualité de la gouvernance est bonne dans le pays. Et donc, à chaque fois qu'elle a des investigations à mener, qu'elle puisse les mener. Alors, le second problème, c'était... C'était le budget de l'État, la répartition dans les différentes institutions. Alors, la répartition Bon, tout à l'heure, quand je décrivais un peu le processus budgétaire, j'avais parlé des cadrages macroéconomiques et des cadrages budgétaires. Donc, le cadrage budgétaire va déterminer l'ensemble des ressources qu'on peut mobiliser au niveau de l'État. Et donc, à partir de là, on va regarder, suivant les priorités que l'État a définies, quel volume de ressources on va affecter à telle ou telle activité et quel volume de ressources on va affecter à telle ou telle institution pour lui permettre donc de pouvoir travailler sereinement. D'accord. Adama? Oui, on a parlé du marché public, de la commande publique. Vous avez parlé du maintien de l'outil de production, de la sauvegarde de l'emploi. Beaucoup d'analystes ont pensé aussi qu'il fallait maintenant, après avoir stabilisé, passer à la relance de l'économie par la commande publique. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? En fait, des stabilisations, quand on va parler de stabilisation, c'est ce que, je vais utiliser le terme un peu macroéconomique, on va essayer de maîtriser l'absorption. Ça veut dire qu'on va faire en sorte donc que la dépense n'ait pas une progression qui soit beaucoup trop importante par rapport aux ressources. Vous savez, les années 90, ça a été une vraie période de stabilisation. C'était une vraie période de stabilisation. Mais là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes déjà dans la phase de relance. Ça veut dire que nous sommes assez... Ça a été quand même perturbé par la Covid-19 et... Oui, ça malheureusement, ce sont des chocs négatifs qui vont intervenir. J'ai indiqué tantôt que l'investissement public est un peu le moteur de notre croissance. Et cet investissement public-là va essentiellement s'exprimer à travers la commande publique. Donc à travers les différents marchés que nous allons passer. Et donc ce sont ces marchés-là qui vont donner l'opportunité à des grandes entreprises, des entreprises de taille petite ou moyenne, de pouvoir donc avoir certains marchés à exécuter. Oui, justement, au niveau des petites entreprises, il y a une décision qui a été prise de consacrer 30% des marchés aux petites et moyennes entreprises. C'est bien ça. Est-ce que ça ne reste pas que des chiffres? Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises, comment vous évaluez donc cette proportion qui doit leur être accordée? Est-ce que dans la réalité, c'est correct? Bon, déjà... Et quelles mesures prises pour faciliter leur participation au marché public? Oui, bon, déjà, c'est à travers les chiffres qu'on a oublié d'apprécier si ce qu'on fait. Bon, d'accord. Les chiffres donnent 6330 marchés publics, comme l'a dit le directeur dans l'élément. Oui. Alors, quelle a été la part des PME ivoiriennes? Alors, de façon réglementaire, la loi faisait obligation à ce que 20% des marchés publics soient consacrés aux PME. Puis, cette loi a été révisée. Et ce taux est passé à 30%. D'accord. Mais aujourd'hui, en valeur, la moitié, on va dire autour de 50% des marchés sont dédiés donc, aux PME. Alors, donc ça, nous, on ne peut que le constater en compilant nos chiffres. Puisque à chaque fois qu'une entreprise va signer un marché, on sait l'enregistrer et on sait comptabiliser. Et de ce qui en ressort, on voit bien que ce sont ces entreprises-là, ce sont bien des PME qui gagnent. Bon, mais maintenant, il peut y avoir, et vous avez raison, il y a tout un ensemble de facilitations qui ont été comment dirais-je, pris pour faire en sorte que les PME aient plus aisément accès à la commande publique. Par exemple, des questions de garantie qu'il faut apporter, tout ça, on a mis ça de côté. C'est passé de 3% à 1,5%. Ça existe toujours.
Oui, non, mais ça c'est normal. Hein. On est quand même dans une matière qui est relativement financière. Il faut quand même, parce que ce n'est pas les ressources du ministère du budget qu'on va mettre dans la commande. C'est les ressources de l'État du Côte d'Ivoire et du peuple du Côte d'Ivoire. Et le budget, ce n'est pas le gouvernement qui le vote, c'est le Parlement. Il le vote au nom du peuple du Côte d'Ivoire et c'est donc au nom du peuple du Côte d'Ivoire que nous allons lever l'impôt. Donc nous devons quand même prendre des précautions pour nous assurer que les ressources du peuple du Côte d'Ivoire sont bien utilisées. Les marchés publics en Côte d'Ivoire sont transparents, Monsieur le ministre. Les marchés publics en Côte d'Ivoire sont transparents. Beaucoup pensent que non. Bon, je ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Mais en revanche, ce qui est important, c'est est-ce que des mécanismes sont mis en place pour faire en sorte que cette transparence soit assurée. D'abord, les marchés qui doivent être passés sont publiés. Il y a un bulletin des marchés publics. Je pense que toutes les personnes qui ont l'habitude des marchés publics le connaissent. C'est même disponible en ligne. Ensuite, quand une autorité contractante, un ministère sectoriel, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, va passer un marché, elle doit après recueillir un avis de non-objection auprès d'une structure de contrôle, qui est la Direction générale des marchés publics, pour certifier que les choses se sont bien passées. Mais maintenant, s'il y a un des candidats qui n'est pas satisfait, nonobstant cela, en ce moment-là, il saisit l'autorité nationale de régulation des marchés publics qui est censée trancher. Mais pour aller plus loin dans la transparence, et tout à l'heure le directeur général des marchés publics l'a indiqué, toute la chaîne de passation des marchés publics jusqu'au résultat va être totalement automatisée. Et ça, c'est une affaire de semaines. Donc, à partir de là, bon, ben, si on peut faire mieux en termes de transparence, nous sommes preneurs. Mais je crois que ça va passer à la deuxième partie. D'accord. Peut-être plus tard, on va y revenir. Ah, ben, oui. Allez-y. Oui, la deuxième partie de cette émission, c'est la mobilisation des recettes fiscales. On sait, vous l'avez dit, pour améliorer les choses, vous avez mis en œuvre certaines réformes au niveau des marchés publics. Il y a la plateforme e-marché, par exemple. Oui. Vous avez même mis en place la banque de données des prix de référence, qui a donné beaucoup de bons résultats. On passe à la deuxième partie, c'est la mobilisation des recettes fiscales. Les recettes fiscales et douanières et les services offerts aux usagers. On va démarrer donc cette deuxième partie par ce reportage de Victorien Angwa, histoire donc de planter le décor. Mariette Alangba, on peut y aller. C'est notre réalisatrice, Monsieur le ministre, Mariette Alangba. Elle est assistée de Timothée Mongbe. Allez-y, Mariette. Les douanes ivoiriennes et les impôts sont deux régies importantes dans la mobilisation des ressources pour soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Ces deux administrations ont été éprouvées par un contexte mondial défavorable. La pandémie à Covid-19 et la crise ukrainienne qui crée des perturbations du commerce maritime mondial, désarticulent la chaîne d'approvisionnement, provoquent l'inflation et amenuisent les recettes. Malgré cette conjoncture mondiale particulièrement limitante qui a plus ou moins érodé les performances des douanes ivoiriennes et donc les marges de l'État, le gouvernement a consenti à subventionner un certain nombre de produits sensibles. Des produits dont l'augmentation aurait pu avoir un effet d'entraînement négatif sur la vie sociale. Un sacrifice de près de 1000 milliards de francs CFA, y compris le carburant, l'électricité et le gaz. L'objectif qui nous avait été assigné en 2022 était de 2019 milliards. Et nous avons réalisé 2151 milliards. L'État a dû consentir des efforts au profit des populations, notamment au niveau des hydrocarbures. Vous avez dû constater que malgré la flambée du cours international, l'État de Côte d'Ivoire a maintenu les prix à la pompe à un niveau donné, de sorte à aider l'activité, à soutenir l'activité. Les impôts ont été également impactés. Pourtant, les chiffres ont progressé à 3205 milliards de francs CFA, une hausse de 12,5% comparativement à l'exercice budgétaire de 2021. L'administration fiscale a réalisé environ 360 milliards en comparaison avec l'année 2021. Et la population fiscale a également augmenté. Dans sa mission économique, l'administration douanière protège les entreprises en facilitant les échanges et en enrayant la contrebande qui vient déréguler la concurrence saine. Au plan sécuritaire, elle lutte contre les trafics d'armes et de stupéfiants. Et enfin, dans sa mission fiscale, mobilise les ressources nécessaires au financement du budget de l'État. Monsieur le ministre du Budget nous a doté des moyens
de locomotion, des véhicules. La campagne de l'anarcade est ouverte et il faut lutter contre la fuite de ces spéculations vers les pays limitrophes. Pour maintenir leur performance, plusieurs réformes engagées ont produit des résultats remarquables à l'intérieur des deux régies. Il y a eu une réforme des régimes d'imposition par une nouvelle segmentation qui vise à simplifier les obligations fiscales de nos concitoyens. Nous avons été dotés de bateaux vedettes, lesquels bateaux vedettes vont nous aider à faire des patrouilles régulières sur les plans d'eau afin de lutter efficacement contre ces trafics de produits stupéfiants. Les douanes ivoiriennes poursuivent la modernisation à outrance de leur outil de travail. Question de faire un maillage efficace du territoire douanier, notamment via la digitalisation et les scanners. Des moyens pour lutter contre la fraude sont effectifs, comme c'est le cas au niveau des impôts. L'administration fiscale veut aussi compter avec la digitalisation. DGI Mobile permet à tous nos concitoyens qui le souhaitent de payer leurs impôts via leur téléphone mobile, sans avoir à se déplacer. Le livre foncier électronique est un outil qui est à la disposition pour le moment de professionnels. Si un notaire a été saisi par un tiers pour procéder à la vente ou à l'achat d'un immeuble, il peut, à partir de son étude, rentrer dans l'application via le code qui lui aura été attribué pour connaître la situation du bien. Ces réformes visent un objectif, faire payer le juste impôt à tous et mobiliser 3 697 milliards de francs CFA en 2023. Aujourd'hui, le remboursement des crédits TVA est effectif à la Direction générale des impôts. Aussi, l'État attend-il de la Direction générale des douanes 2 570 milliards de francs CFA, des chiffres largement à la portée des deux structures, en dépit des yo-yo provoqués entre Moscou et Kiev. Merci à vous, Victorien Angoua. Monsieur le ministre, pourquoi les Ivoiriens ne paient pas leurs impôts? On parle d'à peu près 13% de recettes fiscales sur un PIB de 45 000 milliards, comme vous avez dit. La faute à la pression fiscale? Alors, la pression fiscale, c'est un thème un peu macroéconomique. Ça va être le volume des recettes fiscales collectées rapporté à la richesse créée dans le pays, qu'on appelle le PIB. Alors, donc, ça veut dire que quand on a créé un volume de richesse sur un territoire, quelle est la fraction qu'on va utiliser pour financer des biens collectifs? Les biens collectifs, ça veut dire notre sécurité, ça veut dire l'école pour nos enfants, ça veut dire les routes, ça veut dire nos hôpitaux. Et pour le moment, quand on regarde le volume de richesse créé en Côte d'Ivoire, nous ne récupérons que 13% pour affecter au financement de ces biens collectifs. Ce qui s'élève à peu près à 6 000 milliards. Donc, naturellement, c'est quand même relativement faible. Et sans que ça, et quand ce n'est pas suffisant, ça oblige l'État à prendre des compléments ailleurs. Voilà. Donc, quand certains vont se plaindre de la dette, par exemple, si eux ne sont pas ajoutés de leurs impôts, en fait, ils ont contribué, eux, à faire en sorte que la dette de l'État... Pourquoi ils ne payent pas? Et pourquoi? Et qu'est-ce que vous faites, monsieur le ministre, pour que ça change? Alors ça peut s'expliquer par plusieurs... D'abord, il y a d'abord la question culturelle et historique. L'impôt dans les vieux pays, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, parce qu'il fallait bien financer les guerres. Et que quand vous ne payez pas l'impôt, vous perdez votre tête. Et donc, il y a une très grande culture déjà de paiement de l'impôt. Nous sommes des États qui ont été créés un matin. Donc déjà, si vous prenez quelqu'un qui est en zone rurale, qui a bâti sa maison, si encore on vient lui dire mais il faut payer votre impôt foncier, il ne comprend pas déjà. Il ne voit pas en quoi est-ce que l'État l'a aidé ainsi de suite, alors que c'est censé aider. Donc il y a d'abord le biais culturel. Et il y a ensuite la problématique du civisme fiscal, donc la compréhension de ces mécanismes-là. Il y a également la fraude. Malheureusement, certains souhaitent plutôt garder l'argent pour eux et être un peu des passagers clandestins. Donc d'autres vont payer, ils vont bénéficier de l'éclairage public, mais malheureusement, eux, ils ne payent pas. Et puis, il y a aussi, quelquefois, l'État lui-même décide de renoncer à ce qu'on collecte certains impôts
dans certains domaines parce qu'il estime que là-bas, c'est important. D'accord. Ne pas percevoir les impôts, c'est un problème. Qu'est-ce que vous, en tant que ministre du Budget, vous faites pour que ça change, pour que les Ivoiriens, de plus en plus, paient leurs impôts? Avec sourire. Bon, avec sourire, je ne sais pas, parce que je sais que soit-il Oui, l'argent... parce que vous avez initié, comme on appelle le civisme fiscal. Bien sûr. Voilà, c'est amener l'Ivoirien à comprendre pourquoi il doit payer l'impôt, mais cela doit se faire vraiment dans la bonne ambiance et à toute connaissance de cause. Bien sûr. En ayant à l'esprit qu'il participe au développement du pays. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai montré le budget citoyen pour lui indiquer à quoi sert cet argent. Alors, pour faire en sorte que les Ivoiriens payent davantage les impôts, vous avez parlé tout à l'heure de la digitalisation. Oui. C'est l'un des éléments importants. Donc, ça permet à l'administration aujourd'hui de savoir qui est à jour de ces impôts, qui ne l'est pas. Tant que ça reste du papier, ça peut se perdre, ça peut ainsi de suite. Mais une fois que c'est informatisé, accessible à tous, ça va aider à accroître donc on va dire les paiements d'impôts. Alors, il y a également aussi la simplification des tests fiscaux. Parce que certains, quelquefois, n'y comprennent pas grand-chose. Et quand c'est comme ça, bon, ils ne sont pas enclins à aller naturellement payer ou ils préfèrent prendre d'autres raccourcis que je préfère ne pas qualifier ici. Et donc ça c'est embêtant. Donc d'avoir une simplification des textes avec des taux qui soient adaptés à leurs revenus, ça crée une grande incitation à être à jour. Il y a aussi les problématiques donc, du recensement, tout simplement. Et ça, ce travail-là est en cours. Parce que quand on dit qu'un tel est inconnu des fichiers des impôts, ou un tel est dans l'informel, mais la vérité, le boutiquier du coin, tout le monde le voit. Il a un abonnement à l'eau, à l'électricité, il est dans un registre d'une municipalité. Donc, tout le monde peut être capté et faire en sorte qu'il puisse apporter sa contribution donc, au développement du pays. Il ne le fait pour lui-même, à la vérité. Ce n'est pas pour l'État. Parce que des routes bien faites, une sécurité qui se renforce. Profite à tout le monde. Ça profite à tout le monde. Vous parliez de digitalisation. Aujourd'hui, il y a le portail e-impôt. Vous avez aussi mis en place le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire pour disposer de données fiables sur les activités des contribuables. Et puis, les recettes fiscales ont connu une augmentation de 490 milliards entre 2020 et 2021. Oui, mais si on regarde même sur une période plus longue, c'est un doublement. Voilà, c'est un doublement du volume de recettes fiscales de 2000 milliards à peu près, ou même un peu moins, il y a une dizaine d'années, à aujourd'hui 5000 milliards. Voilà. Et il est question d'élargir l'assiette fiscale. Il est question d'élargir l'assiette fiscale parce que nous avons de l'ambition pour notre pays. Nous avons de l'ambition pour notre pays. Vous avez aujourd'hui l'autorité est quasiment arrivée à Boaké. Le président de la République l'a annoncé, il faut qu'on aille jusqu'aux frontières, mais également aussi, il faut qu'on ait des voies transversales, il faut qu'on ait des écoles de qualité, des hôpitaux de qualité. Alors, quelles sont les activités non imposées que vous visez dans cet élargissement d'assiette fiscale? Alors, dans activités non imposées, alors, il y a deux choses. Il y a ce qui est l'informel. Donc ça, c'est plus davantage des activités souterraines. Maintenant, il y a aussi des choix. C'est-à-dire que quand on a décidé, à un moment donné, de faire en sorte que le pays s'industrialise, on va donc, à travers un code des investissements, apporter des facilités fiscales pour que des industries s'installent. Et donc, là, on peut regarder un peu les choses pour faire en sorte que ce soit davantage équilibré et qu'on ait un peu plus de ressources donc, pour pouvoir faciliter. Monsieur le ministre, je voudrais insister sur les 13% dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment vous arrivez à ce calcul, la structuration? Malheureusement, les opérateurs économiques trouvent que la pression fiscale est élevée. Vous avez rapporté à la population... le produit intérieur brut. Voilà, la population nationale. Voilà, alors qu'on sait que c'est une population qui est jeune, on parle souvent de 17%. Comment se fait-il que vous n'arrivez pas au même résultat lorsqu'on parle de pression fiscale et que les opérateurs s'en plaignent toujours? Alors, la pression fiscale, comme je dis, c'est un thème macroéconomique. Ce dont certains opérateurs vont parler, c'est la charge fiscale qui va peser sur eux, estimant donc que on va dire, le nombre de personnes qui payent est trop réduit et donc ils souhaiteraient que davantage de gens payent, de sorte que la charge qui pèse sur eux puisse baisser. Oui, seulement que la population est jeune, elle ne travaille pas, toute cette population. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai que la jeunesse de la population réduit naturellement, on va dire, la part de la population qui serait en âge de pouvoir travailler.
Mais ceci dit, on a quand même des marges de progression. Et ça, nous y travaillons. Vous savez, le taux de pression fiscale, par exemple, en France, est autour de 45%. Donc ça veut dire que pratiquement tout le monde est assujetti quelque part à l'impôt. Mais nous, du fait que nous, suivant les exemples que je vous ai donnés, si on sait élargir le fichier des impôts, naturellement, davantage déjà vont payer et on sait pouvoir réduire les taux de taxation sur certaines entreprises. Déjà. Des avantages fiscaux sont accordés aux PME? Oui, les avantages fiscaux sont accordés. On a même fait passer un film animatique sur votre chaîne, RTI1. Voilà, sur RTI1, pour dire tout ce qu'on accorde. Une petite entreprise, une moyenne entreprise qui s'installe, elle est exonérée de la question des patentes pour pouvoir recruter, elle a des facilités qui lui sont accordées. Au niveau des contrôles fiscaux, elle a au moins 2 ans où on n'est pas censé aller, comment dirais-je, la contrôler, ainsi de suite. Il y a un ensemble de facilités qui sont accordées pour les petites et les moyennes entreprises. Vous avez lancé en 2021, en juillet, un observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière pour améliorer la qualité des services du cadastre. Comment? Oui, alors c'est un observatoire qui était important pour nous parce que, vous savez, le foncier est un instrument très important de financement d'une économie. Parce que c'est une garantie qu'on peut apporter pour avoir des financements importants auprès d'une banque. Donc c'est important que le jeu au niveau du foncier soit le plus simple possible. Et donc qu'on offre la possibilité donc, à celui qui est édité un terrain pour lequel il y a un problème, qu'il puisse s'expliquer quelque part auprès de l'administration, qu'on puisse l'écouter et qu'on puisse donc lui apporter les bonnes réponses. C'est ça le rôle de l'observatoire. D'accord. Justement, un ancien ministre de l'économie disait qu'il y a de l'argent dans la pierre. Aujourd'hui, quelle est la part de l'impôt foncier dans les ressources les recettes que vous mobilisez? Là, vous me posez une question extrêmement spécifique. Et vous avez m'obligé à sortir la liste de l'ensemble des lignes des recettes fiscales. Mais ce que je dois pouvoir vous indiquer, c'est que fondamentalement, nous devons en collecter davantage. Nous devons en collecter davantage parce que on a un ensemble de villes qui ne sont pas encore cadastrées, sur lesquelles nous avons besoin de progresser. Et puis, le civisme fiscal même, quand on a un bien foncier, qu'on vienne le payer, je crois que beaucoup aujourd'hui reçoivent leur avis d'imposition. Ça témoigne également des progrès que nous sommes en train que nous avons réalisés. Vous recevez directement chez vous un avis qui dit qu'il faut aller payer. Et ça, il faut qu'on l'étende à l'ensemble du pays. Monsieur le ministre, il nous reste très peu de temps. On a encore une partie à voir. Les douanes ivoiriennes, est-ce qu'elles se portent bien, pas bien? La fraude et la contrebande, c'est bon, c'est en nette régression? Si j'en juge par les résultats qu'elles atteignent, par rapport aux objectifs fixés, on peut considérer quand même qu'elles se portent bien. Alors, elles ont beaucoup progressé également. Vous avez pu noter, on a au moins une vingtaine de scanners au niveau des douanes pour nous assurer donc que ce qui rentre dans le pays, ça se passe très bien. Mais il y a aussi la vidéosurveillance qu'on a mis aux frontières. C'est ça, Noé, la frontière Noé-Wangolo. La façade est même, et là, la façade nord est en cours. Et donc, ça veut dire qu'à partir d'Abidjan, on est capable de savoir exactement ce qui se passe. Donc, il y a de nombreuses saisies qui se font en douane. Vous voyez souvent à la télévision, que ce soit la drogue, que ce soit des médicaments inappropriés, ainsi de suite. C'est tout ça qui permet de faire en sorte que nous ayons une douane. Mais ensuite, je vais aussi indiquer que nous sommes aujourd'hui également interconnectés avec des pays étrangers. Notamment avec le Burkina Faso. Notamment le Burkina, voilà. Donc ça nous permet aussi de nous assurer qu'il n'y a pas de transit inapproprié, c'est-à-dire une marchandise qui est censée être dédiée à un autre pays. Et puis, bon, en cours de route, on déverse ça sur le territoire. Donc ça permet en tout cas à la douane d'être efficace dans ce domaine-là. Il y a certains opérateurs qui se sont plaints pendant longtemps de concurrence déloyale. Il se dit qu'il y en a qui évitent le cordon douanier, alors que d'autres sont soumis aux taxes. Est-ce que, Monsieur le ministre, est-ce qu'il est prévu une formule de contestation des décisions des autorités douanières? Oui. En matière douanière, il y a un ensemble donc, de structures qui sont mises en place, donc, dont vous avez par exemple le code, l'Observatoire de la célérité des opérations douanières ou du type de commission paritaire, qui permettent donc à tout moment de poser des problèmes. Et même quand on n'est pas satisfait de ce qui se passe, on sait saisir le directeur général de la douane ou même le ministre comme voie de recours pour faire part de ses griefs.
Et comment les opérateurs peuvent vous contacter, ou le directeur général ou le ministre? Il semble inaccessible. Je ne crois pas qu'il soit inaccessible. Par simple courrier. C'est largement suffisant. Oui, vous poussez vos limites en matière de recettes fiscales et douanières. Vous allez... Quels sont les objectifs que vous poursuivez? Bon, je ne sais pas si les directeurs généraux des douanes et des impôts sont forcément à l'aise parce que ce sont des objectifs assez importants, mais le président de la République l'a indiqué une fois, the sky is the limit. Donc, du moment où on a de l'ambition pour son pays, du moment où on a de l'ambition pour son peuple, écoutez, il faut faire le maximum de ce qui est possible dans son temps pour faire en sorte que les conditions du peuple s'améliorent. Donc, des limites pour le moment, c'est juste le bien-être des Ivoiriens. On a aussi beaucoup entendu d'abus dans le contrôle des marchandises. Oui. Vous en avez entendu aussi, Monsieur le ministre? Écoutez, moi, s'il y en a, j'aimerais être saisi rapidement. D'accord, très bien. Le reportage qui va annoncer la troisième partie de notre émission est l'affaire d'Ahmed Traoré. Il nous propose l'état des lieux et le bilan des entreprises publiques. Contribution des entreprises publiques au développement. Les entreprises publiques jouent un rôle essentiel dans le développement économique et la richesse d'un pays. Leur réussite se traduit par le bien-être économique d'une société et de ses résidents grâce à la création d'emplois et à l'amélioration des qualités de vie des citoyens du pays. En Côte d'Ivoire, on note des acquis au niveau de la gestion du portefeuille de l'État avec des dividendes payés au titre de l'exercice 2021 qui s'élèvent à 34 milliards de francs CFA. Notons aussi que le résultat net des entreprises publiques a été multiplié par 3,6 entre 2019 et 2022. En 2016, lorsque nous avons fait un diagnostic du portefeuille de l'État, nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de dysfonctionnements, puisque les résultats qui étaient affichés n'étaient pas à la hauteur des attentes du gouvernement au regard de l'importance de son portefeuille. Et cette situation a amené donc le ministère du Budget du portefeuille de l'État a engagé des réformes importantes. Et ces réformes ont eu déjà comme premier impact la transformation de la structure organisationnelle de la direction en charge du portefeuille de l'État. Ensuite, nous avons renforcé le dispositif de pilotage des entreprises publiques à travers donc, la définition et la détermination d'indicateurs pertinents de suivi de leur activité. Ensuite, nous avons introduit ce qu'on appelle la modulation du contrôle. Et cette modulation du contrôle qui oblige dorénavant que toutes les entreprises du portefeuille fassent l'objet d'un audit. Et nous avons procédé à un renforcement des capacités des organes de gestion et d'administration qui a été sanctionné par la formation de plus de 280 administrateurs, mais aussi une formation, la formation des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints sur la stratégie et les ambitions de l'État actionnaire. L'ensemble de ces réformes ont eu un impact positif sur le portefeuille de l'État puisque nous avons noté de façon chiffrée que nous sommes passés, pour ce qui concerne les entreprises de l'État et majoritaires, sociétés d'État et sociétés majoritaires, d'un déficit d'environ une dizaine de milliards. Le résultat net a été multiplié par 4. Ensuite, nous avons noté en termes de gains au niveau, en termes de dividendes générés par le portefeuille, nous sommes passés d'une dizaine de milliards qui étaient engrangés chaque année et ce résultat a été multiplié sur toute la période par au moins par 3. Et nous avons aujourd'hui une trentaine de milliards de dividendes qui va au-delà des objectifs qui sont fixés dans le TOF. En termes de perspective, la Direction générale du portefeuille de l'État prévoit. Nous allons de plus en plus assigner au conseil d'administration l'obligation de signer des lettres de mission aux directeurs généraux, de sorte à pouvoir faire une évaluation annuelle de l'ensemble des directeurs généraux par leurs organes d'administration. Nous devrions aussi implémenter déjà après le contrat de performance que nous avons appelé le contrat de première génération, nous allons intensifier le processus de contractualisation pour que l'État puisse signer des contrats de performance avec les entreprises publiques. Il est évident que les audits qui ont aussi révélé certains dysfonctionnements, nous allons proposer donc à l'autorité un encadrement de certaines pratiques que nous avons notées non conformes aux principes de bonne gouvernance afin de pouvoir davantage
améliorer donc la performance et permettre à l'État, et permettre au portefeuille de l'État de pouvoir être un accélérateur de développement comme cela ressort un peu de notre stratégie 2021-2025 qui est en cours d'implémentation actuellement. L'un des défis à relever est l'organisation du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises d'État chaque année. Merci Ahmed Traoré. Monsieur le ministre, Adama Koné, on va rejoindre Régis Kofi qui a recensé quelques questions pour nous. Régis Kofi, c'est à vous. Oui, Monsieur Amonti à Cocody voudrait savoir quel est le taux des dépenses réservées à la population active dans le budget de la Côte d'Ivoire et que rapporte justement la population active au budget de l'État au titre de la collecte. Monsieur Koulibaly nous a joint également de Cocody. Il nous apprend qu'il y a un projet dénommé Projet d'urgence agricole de Côte d'Ivoire, un projet pour soutenir les producteurs impactés par le Covid. Depuis octobre 2022, un certain nombre de documents a été déposé au ministère du Budget pour exonération de taxes, mais depuis, pas de suite. Et puis, nous avons la question de M. Conan Blaise qui nous appelle de Botro. Il nous fait savoir qu'il y a 3 impôts que supporte le salaire, le seul salaire, selon ses dires. Il souhaiterait avoir quelques éclaircissements. Merci Régis Kofi. Et à ces questions, vous allez ajouter, Monsieur le ministre, celle de Haruna Moussa qui nous écrit du Togo. Il dit « Où en est-on avec les champions nationaux? Il faut qu'on ait un champion dans chaque secteur. » Il y a Koné qui nous contacte depuis le Mali. Sa question à lui, c'est « De quoi est constitué le portefeuille de l'État ? La lutte contre la vie chère est-elle un sujet pertinent dans l'allocation des budgets sectoriels? » Et puis, il y a Zoper, ici en Côte d'Ivoire, qui demande pourquoi les budgets des services de l'État ces dernières années sont réduits au quart, Monsieur le ministre. D'accord. Ça fait quelques questions. Bien, écoutez, je pense que le temps... Vous avez 3 minutes pour répondre à toutes celles-là. Le temps n'est plus vraiment notre allié. Bon, si le budget est réduit au quart, là, je voudrais remarquer mon étonnement. Bon, l'avantage, c'est que les lois des finances sont disponibles en ligne. N'importe quel Ivoirien aujourd'hui va sur le site du ministère du budget, il a le détail de tout le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, on peut vérifier pour voir si les budgets ont été réduits au quart. Mais ça m'étonnerait. Alors, sur la question de la lutte contre la vie chère, vous savez, il y avait le ministère du Commerce à des structures dédiées pour cela. Et des allocations budgétaires donc, sont faites à ces structures-là pour lui permettre de travailler, pour lui permettre de faire des contrôles. Mais vous savez, l'un des premiers moyens de lutter contre la vie chère, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre sur le marché des biens et services. Donc que la production puisse suivre. Et donc, ça va interpeller également le ministère de l'Agriculture. Donc tout à l'heure, on a parlé de purga et des questions d'exonération. Il y a une règle, vous savez, les directeurs généraux au niveau des marchés publics sont là, des ministères du budget sont là pour la témoigner. Hein. Il y a un principe, je ne conçois pas, moi, qu'une administration mette plus d'1 mois à répondre à un courrier. Voilà, c'est fondamental parce que la célérité, c'est extrêmement important pour faire en sorte donc, que les activités privées puissent aller vite, qu'on puisse maximiser les profits et donc qu'on puisse avoir un cercle vertueux. Alors donc, on a des différents repères qui font que il faut qu'on réponde assez rapidement à ces demandes d'exonération, ainsi de suite. Alors, si l'interlocuteur a une demande spécifique qui n'aurait pas été traitée, je suis tout à fait disponible à faire en sorte qu'on puisse lui apporter la réponse tout de suite. Sur la question des champions nationaux, il y a le programme PIPIT justement qui est mis en place pour cela. Une chose est de dire, je veux des champions nationaux, une autre est comment j'y arrive. Et donc, à travers le programme PIPIT, des critères de sélection des gens qui sont effectivement qualifiés pour être des champions, des moyens d'accompagnement d'un point de vue financier, des moyens d'encadrement à travers les différentes structures sont donc mis en place pour faire en sorte donc, que nous ayons effectivement des champions nationaux. Et ça, c'est le programme PIPIT. C'est disponible également sur le site de la primature. Alors, j'ai également noté les impôts sur les salaires. En fait, c'est 3 cédules. Il y a effectivement 3 cédules, ce n'est pas 3 impôts, c'est 3 cédules. Et chaque cédule a ses règles et on va dire ses modes de calcul. Et aujourd'hui, nous avons travaillé à ramener tout ça à une seule cédule. La réforme est déjà prête. On attend simplement qu'on puisse donc la faire adopter. Peut-être que le dernier point, c'est les dépenses réservées à la population active. C'est ça. Alors, en fait, un budget ne se décline pas comme ça.
On ne fait pas un budget, le budget d'un État, ça va se décliner par rapport aux objectifs qui sont les siens. La population active, c'est en gros les personnes qui sont en train de travailler. On ne fait pas des allocations spécifiques pour eux. On ne traite pas les infirmiers de la même façon que les policiers ou une autre catégorie de fonctionnaires. Monsieur le ministre, concernant la gouvernance de nos entreprises, vous avez mis en œuvre un programme de certification pour la professionnalisation des administrateurs des sociétés publiques. Vous avez aussi mis en place un contrat de performance avec les entreprises publiques pour la planification et la formalisation des engagements. Vous procédez régulièrement à des audits, à des contrôles, et malgré tout ça, pendant un moment, on a entendu parler de vagues de détournement. Non, écoutez, je crois qu'il faut d'abord regarder l'évolution de nos résultats, les résultats financiers. On est passé de 15 milliards en 2019 à 55 milliards en termes de résultats nets. Donc, ça veut dire 3,6 fois. 3,6 fois. Mais ça n'arrive pas par hasard. Ça veut dire que la qualité de la gestion est en train de s'améliorer. Maintenant, malheureusement, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. On parle toujours de ceux qui sont en retard. Ensuite, vous avez vu que de façon périodique, des audits sont organisés. Ça, c'est fixé même dans la loi. Mais un audit est un instrument moderne de gestion. Donc, ça permet de corriger. Il ne faut pas voir simplement les problèmes dits de prévarication, ainsi de suite. Mais c'est également aussi des moyens d'améliorer l'efficacité de ces entreprises-là. D'accord. Et comment, question de transparence, les Ivoiriens ont envie de savoir, connaître la vérité. À quand la publication des résultats de ces audits? Mais là-dessus, la réponse est très simple. Un rapport d'audit est adressé à celui qui l'a commandité. Pas aux Ivoiriens. Non, il faut faire attention. Vous savez, si vous prenez une banque, si vous publiez tout de suite une information qui dit que telle banque a tel problème, qui peut être mineur, peut être totalement mineur, mais le lendemain, tout le monde va retirer son argent dans la banque et la banque s'écroule. Donc, plutôt que de régler un problème, vous êtes en train d'en créer. Donc, la question de certaines informations, en particulier pour les entreprises qui sont dans le secteur concurrentiel, attendez, quand vous faites une audit, c'est pour faire en sorte donc, que l'entreprise puisse marcher mieux, que les insuffisances qu'on a pu relever, qu'on puisse les corriger, et c'est à cela qu'on s'attelle. Mais ces détournements sont avérés. Les détournements sont avérés quand, on va dire, du point de vue de la gestion, on fait la preuve que ces choses-là sont faites et qu'ensuite la justice prend la suite. D'accord. Les gens ont des est-ce qu'on peut dire que le portefeuille de l'État est sain? Alors, les résultats financiers que vous avez indiqués tantôt sur les différents films indiquent quand même que ce n'est pas un portefeuille qui est malade. De 2017 à 2022, 34 contrats ont été signés sur 47. Qu'est-ce qui explique que 13 entreprises publiques n'aient pas signé ce contrat? Non, vous savez, la signature d'un contrat, c'est un long processus. Il faut se mettre. D'abord, il faut que l'entreprise concernée ait un plan stratégique sur plusieurs années, que les engagements à prendre par les uns et les autres soient challengés et qu'en définitive, les différents ministères de tutelle technique et de tutelle financière soient d'accord avec ce qui est fait. Donc c'est un processus. Donc c'est après ça qu'on va signer donc, le contrat. Est-ce qu'il y a un classement des entreprises? Quelle est la première entreprise publique de Côte d'Ivoire? Si vous devez faire un classement, ça dépend. Ça dépend, on va dire, de la variable que vous allez utiliser. Si vous prenez le chiffre d'affaires, si vous prenez le résultat net, si vous prenez ainsi de suite. Alors, ensuite, ces classements-là, dans notre cas, ne seraient peut-être pas opérants parce que vous avez des sociétés qui sont des sociétés non commerciales, qui n'ont pas vocation à faire des bénéfices. Parce qu'elles prennent en charge, prenez l'eau potable, prenez l'énergie. Ce sont des entités, et donc elles ne sont pas moins performantes que les autres. Vous voyez, donc, mais c'est pour ça que quand vous avez regardé le prix d'excellence que nous remettons, vous avez une catégorie société commerciale, vous avez une catégorie société non commerciale. Allons-y avec les sociétés commerciales. Allons-y avec les sociétés commerciales. Dans ces catégories, quelle est la première? Alors, si on prend le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires évolue tous les jours. Très rapidement, vous avez 30 secondes. Peut-être que ça pourrait créer l'émulation si on cite les premiers. Je vais vous mettre à l'aise. Mettez-nous à l'aise. Les résultats des entreprises sont publiés sur le site du ministère du Budget. Vous y allez dès ce soir. Vous avez l'ensemble des entreprises de Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le ministre. Le lourd endettement de certaines entreprises, comment ça s'explique? Alors, lourd, c'est un adjectif bien fort. L'endettement, allons-y, laissons lourd. Alors, les entreprises se sont endotées pour réaliser ces infrastructures importantes pour le pays. Prenez par exemple le domaine de l'électricité. On avait besoin du barrage de Soubré.
Mais ça, il a fallu lever de la ressource pour ça. Nous sommes en train de conseiller également le barrage de Gribo-Popoli. Il faut également de la ressource pour ça. Et donc, c'est ça qui explique donc la dette. Maintenant, après, c'est quelles sont les dispositions qu'on prend. Et on en a parlé longuement tout à l'heure pour l'État, mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Les dispositions qu'on prend pour assurer donc le paiement du service de la dette. Et vous, l'État, vous avez contracté dernièrement une dette avec Côte d'Ivoire Énergie? Non, l'État n'a pas contracté. L'État a contracté, mais ça c'était il y a quelques années, ce qu'on appelle une dette rétrocédée. Et donc l'État a contracté de l'argent pour le compte une dette, par exemple, le compte de Côte d'Ivoire Énergie, pour construire les différents barrages. D'accord. Voilà. Un dernier mot sur le contrôle financier, Monsieur le ministre. Nous en avons terminé avec notre émission ce soir. Un dernier mot en 30 secondes et puis comment dire merci. Ben, écoutez, c'est un métier qui est assez difficile parce que les gens n'aiment pas être contrôlés naturellement. Donc, il y a beaucoup de griefs, il y a des lenteurs, il y a des gens qui exagèrent, mais ils font un travail formidable. Vous savez, en moyenne, un contrôleur financier traite à peu près 600 dossiers par mois. Donc les gens ne s'imaginent pas ce que ça reprend comme ça. Comment aujourd'hui vous avez fait en sorte que les délais passent jusqu'à 8 jours avec ce que vous dites? C'est réglementaire, mais ensuite, c'est que vous avez parlé de la digitalisation. C'est ça qui permet d'aller plus vite sur l'ensemble de ces choses-là. D'accord. Ouais. Merci, Monsieur le ministre. Vous vouliez moi. dire quelque chose sur les marchés de gré à gré? Oui, parce que malheureusement, vous savez, souvent, le gré à gré, ça a une réputation assez sulfureuse. Le gré à gré, c'est une opération qui est légale. Il y a des conditions dans lesquelles il faut contracter, l'urgence impérieuse, la spécificité du secteur, ça justifie un gré à gré. Et la banque de données des prix de référence, ça veut dire que l'État a des prix à partir desquels il sait que si on lui dit que tel bien coûte 100 alors que le prix de référence c'est 10, en ce moment-là, il ne fait pas une bonne défense. Donc tout ça, c'est pour faire en sorte que l'argent des Ivoiriens soit économisé. Oui, on a vu que les chiffres ont évolué positivement. De 17% en 2017, de gré à gré, on est tombé à 7,4% en 2019. Et puis, malheureusement, en 2020, on est remonté à 12,7%. Ça, c'est la Covid. Ça, c'est la Covid. Parce que à cause de la Covid, il fallait aller vite dans beaucoup de domaines. Et donc, on a dû passer beaucoup de... Merci. Monsieur le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur Moussa Sanogo, merci beaucoup. C'est moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout d'avoir pu répondre à toutes nos questions. Vous nous avez rassuré sur le fait que le budget de l'État est bien au service du citoyen. Bon retour chez vous et merci à toute l'équipe du ministère qui vous accompagne ce soir. Pour ma part, un grand merci à toutes les équipes rédactionnelles, les équipes dirigeantes, les équipes techniques qui nous accompagnent donc ce soir, n'est-ce pas, Adama Koné? Merci à tout le monde. À très bientôt et puis bonne soirée à vous tous sur la chaîne Kiras.